voici les titres. Le vice-président ivoirien était à Nouakchott en Mauritanie où il a pris part au 31e sommet de l'Union africaine. En marge de la rencontre, Daniel Cablon-Duncan a échangé avec des opérateurs économiques. Il a également rencontré la communauté ivoirienne de la Mauritanie. Le canton Guébié s'engage à œuvrer pour la paix. Ses ressortissants ont débattu de la question avec le ministre Amadou Koné. Le canton Guébié est situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de la ville de Gagnoa. Nommé le 30 juin dernier à la tête de l'équipe nationale de football, Kamara Ibrahim a été présenté aujourd'hui à la presse. Il s'est prononcé sur ses ambitions et ses objectifs. Bienvenue pour cette demi-heure d'information. Les Ivoiriens sont dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dissous hier l'ancienne équipe. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reconduit à son poste et chargé de proposer un nouveau gouvernement composé de personnalités issues du RHDP et de la société civile. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a séjourné récemment à Nouakchott en Mauritanie à la faveur du 31e sommet de l'Union africaine. En marge de cet important conclave, il s'est entretenu avec des opérateurs économiques. Daniel Cablon-Duncan a aussi échangé avec les ressortissants ivoiriens vivant en Mauritanie. Viviane Aimé. En marge de sa participation aux différentes rencontres au cours du 31e sommet de l'Union africaine, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a reçu 2 patrons d'entreprises désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Le patron du groupe Mara, spécialisé dans le domaine de l'énergie. Le président de SoftBank Corporation, un groupe japonais spécialisé dans la production de l'énergie solaire. C'est à son lieu de résidence que le vice-président Daniel Cablon-Duncan a reçu les représentants de la communauté ivoirienne en Mauritanie. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, Gogo Blé, et le consul honoraire Dieng Tagana conduisaient la délégation comprenant le président de la communauté ivoirienne, Valentin Yanté, et les membres de son bureau. Les Ivoiriens résidant en Mauritanie sont aujourd'hui au nombre de plus de 3000 personnes, ont-ils rapporté. Ils exercent en majorité les métiers d'enseignants, mais aussi les métiers de commerçants, d'artisans, d'entrepreneurs. C'est une communauté bien intégrée dans la société mauritanienne et qui bénéficie de privilèges. En effet, la communauté ivoirienne est la seule communauté étrangère qui n'est pas soumise au paiement de la carte de séjour. Ils ont souhaité qu'il leur soit délivré désormais une carte consulaire sécurisée pour mieux contrôler la possession de ce titre d'identité. Ils ont émis le vœu de l'ouverture d'une ambassade ivoirienne en Mauritanie pour faciliter l'établissement de papiers administratifs et aussi pour leur permettre de voter lors des différents scrutins électoraux ivoiriens. Le consul honoraire, pour sa part, a demandé que les 5 accords de coopération déjà signés entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie soient enfin ratifiés pour qu'ils puissent entrer en application. Le vice-président a promis que le gouvernement examinera ces différentes doléances. Un échange de cadeaux a suivi. Le vice-président, pour sa part, a remis une enveloppe au président de la communauté des Ivoiriens de Mauritanie et son bureau pour la location d'un local devant servir de foyer pour les ressortissants ivoiriens. Ici en Côte d'Ivoire, rendons-nous à l'Assemblée nationale où le calendrier des travaux parlementaires pour le mois de juillet a été adopté ce jeudi. Les députés ivoiriens devront plancher les 12 et 17 juillet prochains sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le statut des députés et le budget du Parlement. Après adoption en commission, ces textes seront soumis au vote de l'ensemble des députés en plénière le 23 juillet prochain. Plusieurs projets de loi et des séances de questions orales figurent également sur le calendrier des travaux parlementaires du mois de juillet. Les forces de défense et de sécurité ont été formées les mercredis 3 et jeudi 4 juillet 2018 à l'initiative du Conseil national de sécurité en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement. Cette formation vise à renforcer la confiance et la cohabitation pacifique entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Ahmed Traoré, Abou Sanougou.
Créer un cadre permanent de dialogue socio-sécuritaire, favorisant le rétablissement de la confiance entre forces de défense et de sécurité et les populations en Côte d'Ivoire, d'une part, et d'autre part, entre forces de défense et de sécurité elles-mêmes. C'est tout le sens des rencontres de dialogue organisées conjointement par le Conseil national de sécurité et le PNUD. Nous avons organisé ces ateliers-là à l'intérieur du pays. Nous sommes à la phase d'Abidjan, qui est la dernière phase en principe, et qui doit permettre de mettre en place un comité civilo-militaire. C'est un comité composé de personnalités mixtes, à la fois militaires, paramilitaires et civiles, et qui a pour mission de veiller à la bonne entente entre la population et les forces de défense et de sécurité. Une initiative jugée opportune par les participants. La question sécuritaire est une question très importante qui préoccupe chacun de nous. Et quand il s'agit de se retrouver comme ça pour poser des bases d'une réflexion, en sorte de trouver des solutions, c'est, disons, une idée très importante, intéressante, pour laquelle chacun de nous doit s'y mettre. Faire en sorte que dans nos communes, nous retrouvions la cohésion, la solidarité, la fraternité et que la paix règne. Le Conseil national de sécurité entend poursuivre ses activités en sensibilisant la population sur les attitudes et comportements citoyens à adopter. Comme annoncé dans les titres, le peuple guébié entend jouer pleinement sa partition dans le processus de paix et de développement de la Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le ministre Amadou Koné au centre des échanges, la cohésion et les préoccupations du canton guébié, situé à l'ouest du pays, près de la ville de Gagnoa, à Boussanougou. Le canton guébié veut consolider son lien avec le reste de la Côte d'Ivoire. Il veut saisir la main tendue du chef de l'État Alassane Ouattara pour sa réhabilitation. Une rencontre avec le ministre des Transports Amadou Koné pour parler de cohésion et de développement. Pour les ressortissants de ce canton de la sous-préfecture de Niago-Dougnois, le guébié est en phase avec la politique de cohésion sociale. Aujourd'hui, c'est le guébié qui est mis en exergue et nous sommes très heureux parce que ressortissant du guébié, une région qui a connu un drame, mais que nous essayons d'oublier pour aller dans la paix et la réconciliation comme le veut le président de la République. C'est un jour de rêve pour nous, un rêve réalisé, sinon chacun de nous se demandait si un tel jour pouvait se produire. Et voici un jour où nous n'attendions rien, c'est ce jour-là qui nous appelle. Nous voulons que le guébié sorte un peu de sa torpeur et nous faisons confiance au président Ouattara, au gouvernement, pour que le guébié, à travers le ministre Koné, le guébié puisse être vu aujourd'hui autrement. Anne Désiré Oulouto et Amadou Koné ont invité les filles et fils du canton guébié à être des ambassadeurs de la paix et à faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais avec eux plaider pour que le président de la République et le Premier ministre aient un regard particulier pour le peuple guébié. Le président de la République veut rassembler tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens lui font confiance. La démarche du peuple guébié consiste à dire ici que nous lui faisons confiance aussi. Je vais ici prendre l'engagement d'être donc votre ambassadeur auprès du Premier ministre, auprès du chef de l'État, pour que nous ayons un regard particulier. En retour, je vais vous demander, à vous aussi, d'être des ambassadeurs pour la paix, pour le pardon véritable et pour la réconciliation. Le président veut que la Côte d'Ivoire soit désormais en paix, soit désormais stable, que nous soyons unis et que nous travaillions pour que le pays soit toujours grand, avec tous les fils. Le ministre des Transports Amadou Koné sera l'invité du canton guébié à Niago-Dougnois le 11 août prochain. Le guébié est composé de 7 villages, Niago-Dougnois, Kragba-Lilié, Dodougnois, Aboyo, Dalilié, Niamagnois et Godelilié.
Parlons santé, l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan a célébré son 40aire. Elle a présenté à cette occasion les différents métiers du pharmacien. Pour rappel, cette institution a formé 1884 pharmaciens de 1977 à 2017. Ami Sissoko. Derrière son comptoir d'officine, le pharmacien ne fait pas que vendre des médicaments. Conseil, assistance et gestion font aussi partie des responsabilités du pharmacien en officine, qu'il soit titulaire ou assistant. Il y a l'autre pan qui commence à être créé, le métier de l'assistanat, c'est-à-dire de consultance des pharmaciens en difficulté. À l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan, une officine de pharmacie expérimentale permet aux étudiants de joindre la pratique à la théorie. Nous voudrions que nos étudiants apprennent exactement ce qui les attend quand ils seront dans une officine de pharmacie. Donc on simule l'acte de dispensation des médicaments, on simule les échanges qu'il y a entre le pharmacien positionné là et le patient ou le client qui arrive dans l'officine. Tous les docteurs en pharmacie ne s'orientent pas qu'en officine. Le profil est utilisé dans l'industrie pharmaceutique, notamment comme responsable de la production et de la qualité ou responsable du laboratoire pharmaceutique. Son travail, c'est de contrôler, tester les produits depuis les matières premières, en cours de fabrication et sur les produits finis. Une fois les médicaments produits et autorisés à la vente, ils sont mis à la disposition des grossistes répartiteurs. Un autre débouché pour le docteur en pharmacie qui fait le lien entre la production et les officines ou les hôpitaux. Donc, le grossiste répartiteur prend les produits soit au niveau local, donc les produits produits en local, ou les produits qui sont au niveau étranger. Donc, une fois ces produits stockés en Côte d'Ivoire, il les distribue à l'ensemble des officines de pharmacie sur le territoire du territoire. Dans la fonction publique, le pharmacien est également présent, évidemment au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les différents instituts de santé, les laboratoires nationaux de santé publique, les instituts nationaux de santé publique, ce sont des structures qui emploient les pharmaciens en tant que fonctionnaires, qui font soit de la recherche, qui font soit du laboratoire, ou bien qui animent en gros l'activité pharmaceutique. Avant de s'orienter vers ces différents métiers, le bachelier de série D ou C doit obtenir son doctorat en pharmacie après au moins 6 années d'études à la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan. Le plus difficile est de passer le concours de la première année, le tronc commun. Le quota des étudiants varie en fonction des places et du matériel de formation disponible. Cette année, seuls 60 étudiants sont retenus sur plus de 500 postulants à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques. Par promotion, on ne devrait pas dépasser les 80 étudiants pour pouvoir leur donner un bon encadrement. La formation des pharmaciens, c'est une formation très pratique, très technique. L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan est l'unique institution de formation des pharmaciens en Côte d'Ivoire. En 40 ans d'existence, elle a formé 1884 pharmaciens en activité dans divers domaines de la santé. La célébration du 40aire de cette faculté était l'occasion d'échanges et de partage d'expériences. La salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a abrité lundi dernier le lancement officiel de l'opération d'évaluation des établissements universitaires. Elle a démarré le 2 juillet dernier et s'étend sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Cette opération est menée par des agents formés par la Direction générale de la qualité et de l'évaluation, comme nous l'explique Patricia Omouetia. L'enseignement supérieur, dont l'accès est ouvert à tout bachelier, est assuré par 6 universités publiques, une université virtuelle, 28 universités privées, 46 grandes écoles publiques et 210 grandes écoles privées. La qualité de l'enseignement supérieur est devenue un débat préoccupant pour 3 principales raisons. Répondre aux besoins croissants des employeurs de compétences diverses et plus élevées, répondre à la demande sociale des parents sur la qualité des prestations dans l'enseignement supérieur et répondre enfin à une compétition internationale entre les établissements pour attirer les meilleurs étudiants et recruter les meilleurs enseignants. L'auto-évaluation va évaluer la transparence et l'impartialité du processus pour que le ministère ne soit pas juge et partie. Cet exercice qui court jusqu'au 13 juillet se fait sur la base d'une évaluation interne et externe, un processus qui devrait aboutir à des analyses, des résultats et des recommandations pour le développement des établissements supérieurs de recherche.
Un incendie s'est déclaré ce matin à proximité d'un centre de composition du bac à Koumassi. Des habitations du quartier 05 ont été ravagées. Le feu déclenché aux environs de 8 heures aurait été causé par une fuite de gaz butane, selon des témoins. Sephora Zegui, Patricia Omoetia. Grosse frayeur ce jeudi matin pour ces élèves de terminale qui composaient au baccalauréat série A1, A2 et D dans la commune de Koumassi. Aux alentours de 8 heures, un incendie a ravagé des habitations au quartier 05 où se trouve le groupe scolaire Arts et Métiers. Le feu déclenché, selon les témoins, aurait été causé par une explosion de gaz butane. Le bruit est venu de chez le voisin. Un bruit qui s'est éclaté, poum. Alors donc quand ils ont entendu le bruit, chacun s'est cherché. Mais ils voulaient forcément savoir ce qui se passait réellement. Alors donc ils sont venus voir et arrivé là, le feu était déjà parti. Dieu merci, j'ai sauvé mes enfants, j'ai perdu tout ce qui est dans ma main. Voilà, c'est ça, c'est moi qui ai 6 mois. On est arrivé, nous sommes allés en salle de secrétariat. Dès qu'on a commencé à distribuer les feuilles, bon, on a vu que la fumée sortait par derrière. Au début, on a minimisé, pensant que c'était des pneus qui brûlaient. Mais par contre, après, on s'est rendu compte que c'était un feu généralisé. Et donc les enfants ne pouvaient pas rester dans la salle, ils sont sortis des salles et puis bon, on ne pouvait plus les contrôler. Ce centre accueille 700 candidats. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir des nouvelles des élèves et enseignants présents. La composition a été ajournée pour ces candidats, mais elle les rassure. Nous avons prévu tous les cas de figure. Donc les 700 candidats reviendront demain matin pour poursuivre les compositions comme les autres candidats sur toute l'étendue du territoire, mais au lieu de terminer demain à midi avec l'épreuve qu'ils n'ont pas pu faire aujourd'hui, ils vont composer dans cette épreuve-là demain dans l'après-midi et demain soir on aura fini avec l'examen du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire. Ceux qui vont composer demain dans l'après-midi auront des sujets différents des sujets sur lesquels les autres candidats ont composé. 7 élèves ayant inhalé la fumée ont été secourus par les sapeurs-pompiers militaires. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine et aucun blessé. À notre arrivée, nous avons constaté un feu de plusieurs baraques. Voilà, il y avait un risque de propagation vers l'école GISAM. Et nous avons aussi déployé un moyen à ce niveau-là pour pouvoir enrayer le risque de propagation. Dieu merci, nous avons mis nos moyens en œuvre et nous sommes parvenus à bout du sinistre. Les secours ont pu circonscrire les flammes. Mais aujourd'hui, plusieurs habitants sont à la rue. La plupart des maisons parties en fumée étaient des baraques. Un habitat précaire situé dans le quartier Koumassi 05. Abidjan a accueilli mardi dernier un atelier de restitution et de vulgarisation du plan stratégique de l'intégration régionale. Le PSI 2018-2020 permettra à la Côte d'Ivoire de tirer profit de l'intégration. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire, pierre angulaire de l'intégration au plan régional et sous-régional, c'est l'ambition affichée du gouvernement. Pour concrétiser le projet, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a décidé de l'élaboration d'un plan stratégique de l'intégration PSI 2018-2022. Fruit d'un long processus de réflexion démarré en 2016 pour s'achever en 2018, le moment de sa restitution et de sa vulgarisation est venu. Ce plan qui est un plan opérationnel qui est décliné autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est d'abord de renforcer la position de la Côte d'Ivoire dans cette dynamique d'intégration. Le deuxième axe, c'est de voir comment nous tirons aussi profit au maximum des autres. Enfin, le dernier axe, c'est de la gouvernance même du processus. Approche novatrice visant à propulser la croissance et la transformation de la Côte d'Ivoire, le PSI 2018-2022 a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires au développement. Je voudrais féliciter votre atelier. Vu que votre plan stratégique, nous regardons la même direction, peut-être pour accélérer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Donc, nous souhaiterions continuer à dialoguer avec votre ministère et votre pays, donc en tant que REGICA. Je voudrais ici apporter le soutien de l'Union africaine à ce plan stratégique qui rencontre les préoccupations de l'Union africaine et également
les préoccupations des populations africaines. Cet atelier de restitution et de vulgarisation du PSI 2018-2022 a donné l'occasion de recueillir les observations des partenaires techniques et financiers, des ambassades, des institutions régionales et internationales. Le document final, qui sera élaboré par la suite, sera remis au gouvernement. On s'intéresse à la 6e édition des ASCOM tenue aujourd'hui au plateau. Plus de 20 communicants ont été distingués. L'événement a enregistré la présence de la légende de la communication, Jacques Séguéla. Patricia Omouetia. La 6e édition des ASCOM, les As de la communication et du marketing, a été l'illustration d'une montée en puissance de plus de 20 communicants qui ont été distingués. Plusieurs prix ont été attribués, notamment le prix de la communication institutionnelle, le prix Or, le prix coup de cœur du jury et aussi le prix Hommage. Un sentiment de grande joie, mais vraiment de grande joie parce que j'estime que c'est un prix, encore un prix d'encouragement qui va nous amener à rêver davantage et à faire mieux. Je suis très ému d'avoir participé à cette cérémonie. Je suis obligé de me surpasser et d'avoir encore plus de passion dans le métier. La drépanocytose, c'est la première maladie génétique, une maladie méconnue, mais très douloureuse et invalidante. Donc nous, dans notre motivation, c'est d'aider à faire un plaidoyer auprès des autorités afin de nous accompagner pour l'amélioration des conditions de vie de cette maladie-là. Oui, aujourd'hui je suis lauréate, ça me fait bien plaisir, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de voir que le travail de notre ancien patron Ousmane Sissavané est reconnu. On lui a donné un prix spécial et ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est eux qui ont fait la pub en Côte d'Ivoire. Invité d'honneur et lauréat du prix Achievement Awards, Jacques Séguéla, célèbre publicitaire, estime que la publicité peut aider l'Afrique à avancer. Géographiquement, Abidjan, c'est le cœur de l'Afrique. Je vois bien que les publicitaires de l'Abidjan sont des publicitaires qui ont choisi la publicité du cœur. Il leur reviendrait de créer ce hub créatif et après de regrouper un peu le marketing des régions pour arriver à créer une sorte d'esprit de famille de la publicité africaine. Pour le promoteur des ASCOM, l'objectif est d'inciter les entreprises, les collectivités décentralisées et les institutions à faire de la communication un levier de développement. On n'imprime que les meilleurs de la profession. Donc depuis 2017, à la création de cet événement, je me suis fixé à signer un objectif, installer la communication au cœur de la relance de l'économie ivoirienne, amener les entreprises, les institutions, les collectivités à considérer la communication comme un levier important de leur croissance. Depuis le lancement en 2007, les ASCOM, As de la communication et du marketing, se sont imposés comme le rendez-vous par excellence de l'univers de la communication. La princesse du Koweït, son Altesse Sheikha Issa Saad Al Sabah, a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce mercredi 4 juillet aux environs de 23 heures. Accompagnée d'une délégation d'hommes d'affaires, son Altesse est l'invité spécial du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques prévu les 6 et 7 juillet 2018 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. La princesse a été accueillie à sa descente d'avion par la promotrice de l'événement, Mme Djelika Yeo, présidente de la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques. Le thème retenu pour cette 4e édition est « La femme, incubateur de développement ». Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zurab Pololikashvili, a échangé avec le coordonnateur résident des Nations Unies et les différents organismes internationaux représentés en Côte d'Ivoire. Au cœur des discussions, les potentialités touristiques du pays. Patricia Omouetia. Échange sur le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire avec les bailleurs et les représentants d'institutions internationales, notamment le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Il y a beaucoup de défis en matière d'infrastructure d'abord. Je dis toujours aux collègues qui connaissent le pays ou bien qui ont l'occasion d'aller à Grand Bérébi, si vous avez la chance d'y aller, vous allez voir que c'est un site qui est magnifique, mais malheureusement sous-exploité, tout simplement. Et quand on voit les installations hôtelières à Grand Bérébi, là encore une fois, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour le secrétaire général de l'OMT, il faut travailler à utiliser le potentiel du tourisme, à créer des emplois et à attirer les investisseurs. Nous allons soutenir techniquement
Voilà, et donner également des recommandations et autres, parce qu'il faut dire que c'est un grand projet qui vaut jusqu'à peut-être $1 milliard. Nous avons besoin non seulement de ces finances, mais encore de personnel de taille. Nous sommes heureux d'avoir des partenaires de qualité. Occasion pour présenter le projet Stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Le concept consiste à hisser la Côte d'Ivoire parmi le top 5 des destinations touristiques mondiales. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 3e destination touristique d'affaires après le Nigeria et le Maroc. L'ambition est de créer 600 000 emplois d'ici 2025. 1500 km de routes à réhabiliter également d'ici 2025. 230 000 professionnels du tourisme à former et 3200 milliards d'investissements pour le secteur. Des échanges qui se sont poursuivis avec plusieurs propositions sur le projet Sublime Côte d'Ivoire, notamment la mise en œuvre d'ouvrages dédiés au tourisme et le renforcement du cadre institutionnel. Il a été nommé le 30 juin dernier à la tête de l'équipe nationale de football. Kamara Ibrahim a été présenté à la presse aujourd'hui par le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo. C'était l'occasion pour les journalistes de sport de sonder le nouvel entraîneur sur ses ambitions et ses objectifs. Préparer une bonne Coupe d'Afrique des Nations 2021, priorité du nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim, a eu un échange avec la presse durant une heure d'horloge. Un échange qui s'est transformé en un dialogue franc. Une démarche soutenue par le président de la FIF, Augustin Sidi Diallo, qui a fait quelques précisions à la presse sportive quant à la confiance que les dirigeants fédéraux placent en Kamara Ibrahim. Il faut que je sois très clair, ce n'est pas un entraîneur au rabais, comme j'ai entendu, au contraire, il vous surprendra. Ce Kamara aura le salaire de sa fonction et il sera très content de son salaire. Bisbillant joueurs autour du brassard, quid des cadors qui veulent revenir en sélection? Qu'en est-il des jeunes joueurs locaux? Face à ces questions et préoccupations des journalistes, Kamara Ibrahim a tenu le discours de la neutralité. Je vais fédérer mes joueurs autour d'un projet qu'on nous a confié, mettre la nation d'abord au centre de ce qu'on veut faire, avant de ramener la mission à des personnes qui vont porter un brassard. Parce qu'un capitaine, c'est quand même la représentation d'une nation. C'est vraiment avec grand plaisir qu'on pourrait recevoir des garçons comme Yaya. Ça fait partie aussi d'une de mes missions, de rencontrer ceux qui éprouvent l'envie de revenir. Dans une équipe, vous avez besoin de cadres, vous avez besoin de tauliers. Nommé le samedi 30 juin à la tête de la sélection ivoirienne de football pour une durée de 2 ans, Kamara Ibrahim n'entend pas être le coach à polémique. Rigueur, dextérité et rassemblement autour de l'équipe nationale sont ses maîtres mots. Entraîneur adjoint de la sélection nationale de l'AS Sabri Lamouchi jusqu'à celle de Marc Wilmotte, Kamara Ibrahim prend les rênes d'une sélection à reconstruire. Son premier grand test, la préparation des matchs éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. L'actualité dans le monde nous conduit au Gabon et en Guinée équatoriale. Mais tout d'abord, rendons-nous au Mali où 24 candidatures ont été validées dans le cadre de la présidentielle. Laurent Sacho, Herman Guivé. Sur les 30 candidatures enregistrées, la Cour constitutionnelle du Mali a validé 24 candidatures et en a rejeté 6. C'était au cours de la proclamation définitive de la liste des candidatures à la présidentielle du 29 juillet prochain. La campagne officielle pour la présidentielle débutera le 7 juillet. Au Gabon, les responsables des partis politiques déplorent les mesures d'austérité prises par le pouvoir. Ces mesures visent à réduire le train de vie de l'État, et ce par la réduction des effectifs à la présidence de la République et dans les ministères. Les voyages en première classe sont désormais interdits, les recrutements suspendus pendant 3 ans, ainsi que les concours d'entrée dans les écoles de formation. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a décidé une amnistie totale. Amnistie en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. Une mesure spectaculaire et un geste envers l'opposition qui avait fait de cette amnistie une des principales conditions à sa participation au dialogue politique convoqué pour mi-juillet. Avant de nous séparer, je rappelle que la Côte d'Ivoire est en attente d'un nouveau gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dissous hier l'ancienne équipe. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a été reconduit à son poste et chargé de proposer un nouveau gouvernement composé de personnalités issues du RHDP et de la société civile. C'est la fin de ce 23h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée. À très bientôt.